Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette table ronde en direct de la 4e édition du Sustainable Cities Summit à Paris. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Fugit, donc député du Rhône. Bonjour. Bonjour. Et Guy Benaroche, sénateur des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Voilà, bonjour pour une conversation sur les enjeux de qualité de l'air et du déploiement du ZFE, donc zone à faible émission. Alors, ça va être vraiment passionnant. On commence par un tour de table donc pour introduire cet échange. Monsieur le député, en tant que président du Conseil national de l'air et secrétaire de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, pourriez-vous nous dresser donc en quelques mots le contexte actuel sur la qualité de l'air en France ? Alors, rebonjour à toutes et à tous. Je rajouterai, si vous me permettez, que j'étais aussi le rapporteur de la loi d'orientation des mobilités sur le volet justement développer des mobilités plus propres et plus actives, donc où on a inscrit les ZFE mobilité. Donc sur la qualité de l'air aujourd'hui, donc on parle bien de la problématique des polluants de proximité, c'est-à-dire les oxydes d'azote, les particules fines et notamment l'ozone, plus d'autres polluants, mais là ce sont les 3 polluants stars. Et je ne parle pas donc ici du CO2. Le CO2, comme vous le savez, n'est pas un polluant, il s'agit d'un gaz à effet de serre. Et donc, il faut bien faire le distinguo entre les deux, et l'idée, c'est de travailler sur les deux. Aujourd'hui, en France, donc, on a une qualité de l'air qui s'est globalement améliorée ces 20 dernières années, mais malgré tout, les teneurs, régulièrement, dépassent les normes autorisées dans différentes agglomérations, et donc, il reste encore du travail. Donc, il y a eu de l'amélioration, pas pour tous les polluants, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est selon les polluants, bien entendu, que la situation n'est pas totalement identique. Si je prends les oxydes d'azote, donc on a une amélioration, mais il y a quand même beaucoup de dépassements encore. Si on prend donc les particules fines, c'est pareil, il reste encore beaucoup de dépassements. D'autant qu'on a modifié les niveaux de mesure, avec le travail qu'on a fait au Conseil national de l'air, j'imagine qu'on y reviendra. Et ensuite, vous avez la problématique de l'ozone, où là, par contre, sur l'ozone, on n'a pas de diminution depuis 20 ans, mais l'ozone n'est pas un polluant direct, c'est-à-dire pas un polluant primaire, c'est pas un polluant qu'on émet de par nos activités, il est la conséquence de réactions chimiques sur lesquelles donc nos activités peuvent jouer. Donc, on a encore beaucoup de travail. Là, je suppose que vous parliez de la qualité de l'air extérieur. Il est évident qu'il y a aussi le volet qualité de l'air intérieur. Mais c'est peut-être pas l'objet directement aujourd'hui de ce dont on va parler, puisqu'on va parler des ZFE mobilité. Voilà, je rentre un peu plus dans le détail. On est plutôt à l'extérieur, effectivement. En tant que docteur ingénieur en chimie, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce ne serait pas nécessairement passionnant. On a un peu moins d'une demi-heure maintenant. Mais merci beaucoup pour cette introduction. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, monsieur le sénateur, donc Guy Benaroche, donc on a la chance d'avoir réuni ici des représentants de ce que l'on appelle la navette parlementaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager donc, les discussions qui ont animé le débat autour de la loi climat et résilience d'août 2021 et notamment le volet ZFE, donc, qui est donc notre sujet. Voilà, donc, je vous laisse développer. Alors, merci de votre question, merci à tous d'être présents. Je voulais rajouter quand même 2 éléments de contexte à la présentation que tu viens de faire. Et qui sont en fait aussi une des raisons de la nécessité aujourd'hui de prendre des mesures drastiques et rapides sur la lutte contre la pollution de l'air extérieur. La première, c'est que je rappelle quand même que l'État français avait été condamné à une astreinte de 10 millions d'euros par semestre en 2021. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse ZFE telle qu'elle a été votée par le Parlement, on va en revenir là, cette réponse-là, elle est aussi liée au fait qu'il fallait la faire d'une manière excessivement rapide parce que nous étions, État français, en défaut par rapport à ce qui nous était imposé. Donc ça explique un certain nombre de façons de faire au moment de la mise en place des ZFE et ça explique une partie de l'agenda des ZFE. Ça, il fallait le rappeler. La deuxième chose importante, je pense que certains ne l'ont pas encore vu, le 10 septembre, donc il y a quelques jours, une étude scientifique britannique, épidémiologique, assez vaste, qui a été réalisée ces dernières années, a donné ses conclusions. Et pour la première fois, mais vraiment pour la première fois, l'effet de causalité directe entre la pollution atmosphérique et les cancers du poumon a été démontré par un mécanisme précis sur un gène spécifique. Ce qui prouve maintenant d'une manière indubitable que dans certains cas, il n'y a pas d'autres facteurs externes, par exemple le tabagisme ou autre, à l'atteinte par un certain nombre de personnes de cancer du poumon. Je rappelle, enfin, il ne faut pas oublier que c'est une des causes de mortalité excessivement importante. Et quand on fait les coûts
quand on calcule le coût d'un certain nombre de mesures qui doivent être mises en place, il ne faut jamais oublier aussi qu'en mettant en place ces mesures, on va également faire des économies sur les coûts de la santé, parce que le coût de la santé est important, on n'en a jamais tenu compte. C'est pareil pour l'alimentation, c'est pareil pour tout un tas de choses aujourd'hui qui a été défendu longuement par les écologistes. Et en fait, on commence à prendre en compte la partie exogène de ces... et les conséquences de tout cela. Je rappellerai en fait, juste, je terminerai là-dessus avant de parler de la navette parlementaire, que en 1970, quand j'ai personnellement commencé mon combat environnementaliste et écologiste, un de mes premiers l'a été parce que j'étais déjà dans les Bouches-du-Rhône, autour du golfe de Fos et de l'étang de Berre, donc à côté de Marseille, où déjà en 70, nous alertions sur les conséquences de la mise en place de ce qui ne voulait pas dire qu'on n'en voulait pas, mais sur les conséquences de la mise en place telle qu'elle était prévue de cette zone industrielle à l'étang de Berre pour la santé des gens autour. Et une étude financée par l'ANSES en 2017 a montré la corrélation directe, pas la causalité, mais cette fois-ci la corrélation directe entre la pollution atmosphérique et un certain nombre de maladies dont étaient atteints les gens autour de l'étang de Berre. Voilà. Pour la navette parlementaire, mais je vous en parle maintenant, si vous voulez, en 2 mots. Oui, allons-y. La loi climat et résilience, on l'appelle comme ça, en fait, n'oublions pas non plus qu'elle est la conséquence des mesures préconisées par la Convention citoyenne pour le climat, que ces mesures-là, en fait, n'ont été que partiellement reprises par cette loi qui n'est pas allée assez loin, en tout cas c'est l'analyse que nous en faisons, même si nous l'avons soutenue, puisqu'au final, bien entendu, elle permet d'avancer sur tout un tas de domaines, ce qui est positif, mais bien entendu, on est loin de l'adoption sans filtre des mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Et un élément de montrer pour la navette parlementaire, l'Assemblée nationale avait très bien voté la mise en place dans l'agenda, par exemple, de la restriction de circulation des véhicules diesel ou essence anciens. Le Sénat y était revenu, c'est-à-dire que le Sénat avait amoindri la position de l'Assemblée nationale en reportant ça à 2030 ou après 2030, alors que l'Assemblée nationale avait mis un seuil en 2025. Et la commission mixte paritaire, donc c'est la navette parlementaire qui se réunit à un moment donné quand on n'est pas d'accord. Les sénateurs et les députés se réunissent ensemble et ils se mettent d'accord ou pas sur une conclusion, sur un nouveau texte. Et revenu sur le texte initial du gouvernement, ce que nous avons soutenu. Voilà. Monsieur le député. Ouais, juste ajouter un complément par rapport à ce que disait mon collègue sénateur. Sur la loi climat résilience, juste au passage, et on ne va pas ouvrir le débat ici, toutes les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat ne pouvaient pas être dans la loi parce que certaines d'entre elles ne relèvent pas du législatif, donc ça relève tout simplement du réglementaire, et d'autres relèvent aussi du niveau européen, donc il faut aussi l'avoir en tête pour faire attention par rapport au fait que tout ne s'y retrouvait pas. Une petite remarque, puisqu'on est sur la pollution de l'air. Il y a une mesure que n'avait pas proposée la Convention citoyenne pour le climat, je dis bien qu'elle n'avait pas proposé la Convention citoyenne pour le climat, et que nous avons ajouté au projet de loi. J'en parle parce que j'en suis l'auteur, et donc c'est justement un plan de travail et une avancée législative sur la nécessité de s'attaquer à la problématique de la pollution de l'air par le chauffage au bois non performant. Et ça, il n'y avait rien de la part de la Convention citoyenne pour le climat, ce qui m'a quand même surpris, malgré tout. Il faut aussi le dire, ça marche aussi dans l'autre sens, les critiques. Et donc j'ai souhaité le porter, j'ai travaillé avec le gouvernement sur un plan qu'on a développé le 23 juillet 2021, et dans ce plan-là, il y a des mesures législatives que l'on a pu faire adopter dans le cadre de la loi. La loi a aussi été l'occasion de renforcer la loi d'orientation des mobilités sur les ZFE mobilité, donc de 2019, et donc en 2021, dans le cadre de la loi climat résilience, on a renforcé les exigences vis-à-vis de ce qu'on avait lancé dans la loi d'orientation des mobilités, qui elle-même, en effet, répondait au fait que l'État était en retard un petit peu, la France était en retard, mais depuis bien longtemps, pas que depuis ce mandat, depuis bien longtemps, malheureusement, par rapport à la problématique de la qualité de l'air liée aux véhicules à énergie fossile. Alors, on va parler spécifiquement des ZFE. Alors, quels outils spécifiques permettent d'accompagner les élus locaux dans le déploiement de ces ZFE? Je ne sais pas si je prends la parole, je voulais simplement préciser que j'ai souhaité par voie d'amendement, j'en suis l'auteur, que ces ZFE ne s'appellent pas ZFE dans la loi, elles s'appellent ZFE mobilité. Pourquoi j'ai souhaité rajouter le mot mobilité? À l'époque, la ministre des Transports, qui était notre brillante première ministre Elisabeth Borne, donc avait accepté la proposition que j'avais faite, tout simplement parce que je ne voulais pas qu'on fasse croire qu'en mettant en place une ZFE, on allait résoudre tous les problèmes de pollution. Justement, si vous avez bien suivi mon raisonnement, le chauffage au bois n'était pas intégré là-dedans, donc les ZFE, elles sont sur la mobilité, donc on n'agit que sur ce qui relève de la mobilité, c'est-à-dire principalement les oxydes d'azote et un tout petit peu les particules.
Vous savez que nous sommes à Paris, et en région parisienne, si je prends l'ensemble de la région parisienne, la première source donc, pour les particules fines, ce n'est pas le diesel, c'est le chauffage au bois non performant. Le diesel est juste après. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas. Je suis pas en train de dire que le diesel c'est bien pour les particules. J'ai pas dit ça. Hein. Il faut pas déformer, bien sûr, dans l'autre sens. Alors, pour accompagner nos collectivités, aujourd'hui, les collectivités, on leur a donné une loi. La loi d'orientation, elle a donné un cadre. Elle a donné un cadre et elle leur laisse, je dirais, prendre en compte ce cadre-là. Il faut savoir quand même que dans la loi d'orientation des mobilités de 2019, on avait d'abord au préalable travaillé fin 2018 avec à la fois la ministre donc, des Transports de l'époque, donc Elisabeth Borne, et moi-même en tant que président du Conseil national de l'air. On avait rencontré les dirigeants des 11 plus grandes agglomérations françaises qui sont concernées par les ZFE mobilité de la loi de 2019 et ils avaient signé en octobre 2018, un engagement à lancer des zones à faible émission, etc., moyennant qu'en contrepartie, ils aient des outils législatifs. Donc ça a bien été une co-construction, je le dis parce que parfois, tendance à dire que tout vient de haut, enfin bon, etc. Ça a été une co-construction. Et donc on a travaillé avec eux, on les a auditionnés. Moi j'étais le rapporteur de la loi, donc du coup je les ai beaucoup auditionnés. Et on a travaillé avec eux, et donc on espère que les outils qu'on leur a donnés sont intéressants. Il y a à mon avis une faiblesse à ce stade. Il faut se parler franchement, il faut aussi dire ce qui ne va pas. La faiblesse, c'est... alors, il y a l'ADEME qui est là pour les aider d'un point de vue du déploiement, etc. La faiblesse, c'est qu'on n'a pas encore mis en place les lecteurs automatiques des plaques d'immatriculation qui permettront de faire la discrimination entre les véhicules donc, qui sont interdits de rentrer dans une zone et ceux qui sont autorisés. Et donc, là-dessus, il faut qu'on avance. Et donc, je pense qu'il faut renforcer le soutien de l'État aux collectivités sur ce volet-là. Mais il n'en reste pas moins qu'ensuite, il y a les aides de l'État qui sont fournies auprès de nos concitoyens pour les aider à évoluer avec leur véhicule, de changer leur véhicule. Ces aides peuvent faire l'objet de surprimes donc, quand les collectivités elles-mêmes s'engagent. Donc en fait, il y a tout un travail, mais force est de reconnaître que tout ceci est peut-être insuffisant. C'est aussi la raison pour laquelle, dans le cadre des dernières campagnes électorales, moi je fais partie des gens qui ont porté l'idée d'avoir un leasing sur les voitures électriques, etc., avec donc un niveau d'endettement mensuel, je dirais, ou de mensualité, excusez-moi, pour les ménages qui sont inférieurs à 100 €, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire de l'exclusion, il faut qu'on puisse faire en sorte que tout le monde soit capable de faire évoluer son véhicule. Vous savez, les gens qui roulent avec des véhicules dits plus polluants que d'autres, ils ne le font pas exprès. Hein. Simplement, les technologies ont évolué, les coûts des véhicules sont quand même ce qu'ils sont, et aujourd'hui assez élevés. Et donc, du coup, si on veut progressivement faire évoluer nos flottes, comme on l'a mis dans les lois d'orientation, eh bien, il est évident qu'il faut qu'on donne des moyens. Donc, il faut accompagner les collectivités pour les aider dans le cadre législatif, le cadre réglementaire et le cadre donc comment dirais-je d'encadrement avec les lecteurs automatiques, les plaques d'immatriculation, mais il faut aussi encadrer et aider surtout nos concitoyens. Monsieur le sénateur Benarrouche, vous avez quelque chose à ajouter sur oui, les outils? D'abord, conformément à ce que vient de dire mon collègue député, effectivement, il n'y a pas que la pollution des mobilités, en tout cas dans les mobilités même, il n'y a pas que la pollution des véhicules, puisqu'il y a aussi la pollution maritime. Comme je viens de Marseille, je pourrais en parler longuement. Vous savez que le maire de Marseille a lancé une pétition dernièrement pour interdire un certain nombre de navires de croisière dans la rade de Marseille. Pourquoi? Parce que tout simplement, la pollution d'un navire de croisière, ça peut représenter pour une ville comme Marseille ou Bastia l'équivalent de la pollution de toute la circulation automobile dans la ville pendant plusieurs jours, voire pour Bastia, pendant plusieurs mois. Donc c'est quand même un élément important. Marseille est un peu fer de lance par ses compagnies d'armement maritime, en particulier la Méridionale et CMA CGM, à la fois sur l'électrification des quais, mais aussi sur la mise en place pour la première fois, sur un premier bateau, c'est le premier, par la Méridionale il y a quelques jours, d'un filtre à particules qui est censé en fait permettre zéro émission de particules fines. Voilà, on verra effectivement si c'est suivi. Voilà. Donc, si je dis ça, ça veut dire aussi que, bien entendu, il y a l'État, bien entendu, il y a la loi, bien entendu, il y a les collectivités, mais il y a tous les autres acteurs, y compris des mobilités, qui aussi peuvent aller au-delà et au-devant de ce qui se passe, parce qu'ils sont aussi conscients qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'attendre. C'est-à-dire quand on dit le temps politique est long, il faut du temps, etc., certes, mais on n'a plus ce temps-là. Ça fait je ne vais pas encore une fois faire l'ancien combattant, mais ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Donc, il faut accélérer. Il faut très nettement accélérer. C'est important. Un certain nombre de décrets de mise en application, de mise en œuvre des ZFE qui sont parus il y a un an aujourd'hui,
vont un peu en arrière par rapport à ce qui avait été voté par la loi. Il y a des décrets en fait qui réduisent le champ d'application des ZFE. J'ai ceux de septembre 2021 sous les yeux. Attention, parce qu'une fois que la loi est votée, les décrets sont aussi importants. Si les décrets ne vont pas jusqu'au bout de ce que la loi a voté, qui elle-même n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire, on ne va pas aussi vite, on n'accélère pas la lutte contre le réchauffement. Bon. Ensuite, les ZFE et les collectivités. Les collectivités mettent en place des ZFE d'une manière différente les unes par rapport aux autres. Elles ont une façon d'envisager les choses différentes. Là, j'ai une sorte de benchmark réalisé en juillet 2022, donc, qui a été remise à jour, d'une quinzaine de métropoles et de grandes villes françaises qui ont mis en place des ZFE depuis la première à Paris en janvier 2017 jusqu'à la dernière qui l'a mise en place en 2022. Et Marseille va la mettre en place maintenant, voilà, par exemple. Vous verrez que c'est assez hétéroclite, cette mise en place des ZFE, sur le périmètre, sur les aides, et surtout, par exemple, sur la façon dont on peut appliquer le citoyen et les collectivités, les personnels des collectivités, dans la mise en place des ZFE. Aujourd'hui, si les ZFE ne sont pas mises en place d'une certaine façon, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que fait par exemple Strasbourg et Lyon, puisque j'ai des éléments précis sur ces deux villes, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais une chose est certaine en tout cas, si on ne met pas en place un accompagnement social, les ZFE peuvent arriver très facilement à créer une inégalité sociale supplémentaire. Tout à fait d'accord avec ceci. Bon, alors, là, vous avez fait le tour des outils. On a une question aussi avec ces ZFE. Donc, vous venez de l'aborder un petit peu, monsieur le sénateur, mais est-ce qu'elles ont été bien intégrées par les différentes collectivités ? Et dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour contrer ce phénomène-là ? Tu veux y aller ou... Après, je redonne la parole à mon collègue et avec qui je pense qu'on va pouvoir s'entendre sur beaucoup de sujets, en tout cas sur celui-ci. Au passage, et je le dis à mon collègue, je le dis à tout le monde, avant de répondre précisément à votre question, je voudrais signaler que j'ai eu la désagréable surprise de voir que à l'Assemblée nationale, une proposition de loi a été déposée il y a 3 jours par le Rassemblement national pour interdire purement et simplement les ZFE mobilité. Voilà, je le dis avec une certaine gravité, parce que ça voudrait dire que c'est un véritable recul en arrière. Donc vous voyez bien que tout le monde ne considère pas les choses de la même manière et qu'il est temps de trouver des majorités d'action sur des idées comme ça pour avancer, pour continuer à avancer, parce que là, il en va de la santé respiratoire de nos concitoyens. La santé respiratoire de nos concitoyens. Alors, par rapport à ce que vous évoquez, vous savez, dans la loi d'orientation des mobilités, je me rappelle cette histoire d'engagement en 2018 de certaines collectivités. En gros, c'est les 11 collectivités qui étaient le plus touchées par les dépassements réguliers des normes de qualité de l'air en matière d'oxyde d'azote. Donc je rappelle que les oxydes d'azote, la source principale, autant que j'ai dit tout à l'heure que pour les particules fines, la source principale n'était pas le transport. Là, par contre, pour les oxydes d'azote, 2/3 en gros des oxydes d'azote sont d'origine donc véhicules à énergie fossile. Principalement le diesel, mais aussi quand même l'essence sans plomb. Eh bien, il y a eu des engagements, il y a eu ces 11 collectivités qui ont eu des obligations de mise en œuvre d'une ZFE à partir du 1er janvier 2021. Et dans la loi climat résilience, on a renforcé, puisqu'on dit maintenant aux 35 collectivités qui ont plus de 150 000 habitants, on leur dit il faut que vous mettiez d'ici le 31 décembre 2024, vous aussi en place une démarche donc de ZFE mobilité. Seulement, on a quand même, je crois qu'on est dans un pays où on aime bien donner des orientations et on aime bien aussi, les collectivités aiment bien avoir une certaine liberté d'action, ce qui est normal. Il y a des périmètres qui ne sont pas exactement identiques, il y a des considérations locales qui ne sont pas les mêmes. On va avoir la problématique maritime à Marseille qu'on ne va pas retrouver à Lyon ou à Strasbourg, etc. Et donc il est tout à fait normal aussi de leur laisser une certaine liberté, entre guillemets, sur le calendrier de déploiement, etc., etc. Ce qu'on a fait en revanche dans la loi climat résilience, ce qu'on a dit aux premières collectivités qui ont mis en place les ZFE, celle de la loi de mobilité, j'espère que je suis clair dans mon propos, on leur a dit attention, si jamais en 2023, 2024, 2025, il y a des dépassements réguliers encore des normes de qualité de l'air, on va vous imposer, l'État va vous dire, voilà, vous devez interdire les critères 5 à partir de 2023, les critères 4 à partir de 2024 et les critères 3 à partir de 2025. Donc en termes de classement critères des véhicules. Et donc ça, c'est aussi une manière pour l'État, non pas d'accompagner, mais d'aider à l'orientation. Ce qui est certain, c'est que plus que jamais, les collectivités et l'État doivent travailler sincèrement, alors ça fait peut-être un peu bateau que de dire ceci, mais travailler main dans la main sur ce sujet-là et doivent trouver les moyens de mise en œuvre. Une mise en œuvre, encore une fois, qui doit être
extrêmement forte pour lutter contre ces polluants de proximité, mais qui sur le plan social doit être très vigilante parce qu'il ne s'agit pas d'exclure nos concitoyens. Et encore une fois, il faut de l'accompagnement, et l'accompagnement, il passe quand même par des aides financières aussi pour changer les véhicules les plus polluants. Il y a des choses avec le bonus écologique, avec les primes à la conversion, etc., qu'il faudra surveiller. On a même mis une mesure qui a fait sourire à certains, mais qui dans certains cas pourtant fonctionne très bien. Elle est venue des députés du groupe auquel j'appartiens, elle ne vient même pas du gouvernement. C'est la mesure qui a consisté à dire que la prime à la conversion, elle peut aussi être utilisée pour acheter un vélo à assistance électrique. Ben, c'est pas complètement anodin. Évidemment que le vélo à assistance électrique ne s'applique pas à tout le monde partout en France. Mais quand on est dans une ZFE, on est dans un milieu relativement urbain en général. Et parfois, le vélo à assistance électrique, c'est intéressant. Sauf que pour certaines personnes, c'est quand même coûteux. Et donc, pouvoir utiliser la prime à la conversion, c'est-à-dire jusqu'à 40%, c'est-à-dire jusqu'à 1 200 euros, puisque c'est en gros c'est 1 200 euros le maximum, ça peut être intéressant pour participer à acheter un vélo à assistance électrique. Donc, les collectivités, elles, sont aussi réunies régulièrement avec l'ADEME, qui est un des bras armés de l'État pour déployer ces politiques en matière de transition écologique. Et donc, aujourd'hui, par cet intermédiaire-là, elles sont accompagnées. Et je pense sincèrement que nous, parlementaires, des divers groupes, enfin sauf ceux qui s'opposent aux ZFE mobilité bien entendu, on est à l'écoute des collectivités et je pense qu'on est aussi des relais, et si jamais les ministères venaient voilà, on aide en tout cas à créer le lien entre les collectivités et les ministères, c'est aussi notre rôle de parlementaire bien entendu. Très bien. Merci monsieur le député. Alors, monsieur le sénateur, peut-être vous avez quelque chose à ajouter sur l'intégration des ZFE Alors, je voulais peut-être apporter un éclairage particulier en prenant 2 exemples de propositions ou de mise en place qui ont été faites, par exemple, qui vont être faites à Marseille, sur la mise en place de la ZFE à Marseille, ou par exemple ce qu'a fait Strasbourg. Je pourrais aussi parler de Lyon. Bon. C'est intéressant parce que c'est des éléments concrets, parce qu'en fait, la loi escalée, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est imparfaite et elle ne limite pas l'action qui peut être faite. Il ne faut surtout pas qu'elle la restreigne. C'est-à-dire là, on arrive sur la capacité d'un certain nombre de maires, par exemple, à exercer un pouvoir réglementaire qu'ils n'arrivent pas à exercer quand il est contraire au cadre de la loi, alors que ça les concerne directement et que ça devrait faire partie, c'était un des volets de la loi, de la différenciation nécessaire. Par exemple, je vous rappelle cette affaire de maires bretons qui voulaient absolument interdire l'épandage de pesticides près des écoles, et dont les délibérations des conseils municipaux étaient retoquées par l'État et par le préfet en disant vous n'avez pas le droit de le faire, ce qui est quand même quelque chose qui me paraît un peu aberrant. Je ne voudrais pas qu'on assiste au même phénomène sur d'autres sujets. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, si on prend Marseille, très simplement, une fois qu'on a mis la ZFE, que propose aujourd'hui la ville de Marseille? Et qu'est-ce qui est nécessaire à faire en sorte que cette mise en place d'une ZFE ait un réel impact sur la vie des gens et donc sur la pollution de l'air aussi? Il faut en même temps développer, et je pense que c'est un exemple qu'on pourrait prendre dans d'autres villes, bien entendu une offre de transport collectif, bien entendu une offre d'aménagement cyclable et piéton, bien entendu une aide financière pour emprunter les transports en commun, si tant est qu'ils soient développés dans la zone, ce qui n'est pas le cas de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui les a négligés depuis des années, mais ce qui est le cas par exemple à Lyon, où c'est effectivement tout ça est développé et a été développé par la majorité actuelle et par la précédente d'ailleurs. Bon. Une aide financière pour l'acquisition de vélos ou pour la reconversion électrique des 2 roues motorisées. Mais ça, tu l'as dit, ça faisait partie des amendements sur la prime qu'on pouvait utiliser. Une aide complémentaire à celle de l'État pour renouveler les véhicules. Par exemple, la métropole de Lyon propose jusqu'à 13 000 euros d'aide, en plus de celle de l'État. Une mobilisation et une utilisation d'un certain nombre de places de parking, et en particulier des places de parking souterrains, parce qu'il faut bien garer les voitures quelque part aussi. Et puis une période d'information. Aujourd'hui, je vous cite un seul exemple. À 1 mois en fait, de la mise en place de la ZFE à Marseille, 30% des Marseillais disposent d'une vignette critère. 30%. C'est-à-dire qu'il y a 70% des habitants de Marseille qui n'ont pas de vignette critère. Et je parle que de ceux qui habitent Marseille. Je ne parle même pas de ceux, c'est mon cas, qui vont à Marseille régulièrement et qui habitent la périphérie de Marseille, qui ne savent pour la plupart même pas que ça existe. Donc si on ne met pas, comme ça a été fait à Lyon, une campagne d'information en place pendant une période longue, je ne vois pas comment on pourrait avoir une ZFE qui ne soit pas qu'une ZFE de papier. Or, une ZFE ne doit pas être une ZFE de papier, ça doit être une ZFE efficace, réelle, dont on peut contrôler l'effet rapidement sur la qualité de l'air et donc sur la santé
des gens. Et enfin, je termine par ça, il faut être attentif à ne pas renforcer les inégalités et à accentuer une dégradation des conditions de vie. En ce moment, c'est un sujet quand même prenant et prégnant, donc il faut faire attention aussi à ça. Voilà un exemple de ce qu'il faut accompagner quand on met en place, de ce qu'il faut faire quand on met en place une ZFE. Merci. Alors, on voit qu'il y a, il y a vraiment de gros enjeux autour de tout ça. Et on a un enjeu aussi sur la logistique du dernier kilomètre. Alors, on rentre un petit peu plus dans le détail, hein, mais on resserre les mailles. Mais c'est vraiment un très, très gros sujet. Donc, à l'ère de ces nouvelles réglementations, donc, quelle place a cette logistique du dernier kilomètre Peut-être, monsieur je vais faire vite, mais bon, évidemment, cette logistique du dernier kilomètre, peut-être qu'elle a tendance à augmenter parce qu'on a aussi un développement du e-commerce, avec notamment une notion moi, qui me chagrine beaucoup, c'est la notion de la livraison gratuite. Ça m'agace que nous parlions de livraison gratuite. Ça ne peut pas être gratuit, une livraison. Hein. À partir du moment où il y a un déplacement, il y a quelqu'un, il y a engagé. Hein. Bon, bref. Et donc, cette problématique du dernier kilomètre est importante parce qu'en effet, on a cette augmentation du e-commerce. On peut aussi se poser la question de l'évolution des flottes. On n'a pas tellement abordé ici. On a mis des obligations dans la loi, donc d'obligation des flottes, notamment pour les entreprises qui utilisent ou possèdent plus de 100 véhicules, etc. Et on leur a mis quelque chose d'assez ambitieux, aussi pour les collectivités et les services de l'État, parce qu'il faut aussi qu'ils montrent l'exemple. Et d'ailleurs, c'est important parce que si on massifie les obligations, c'est ce que j'avais expliqué dans la loi d'orientation des mobilités à l'époque, eh bien, on va forcer des constructeurs à aujourd'hui donc produire plus, et du coup ça va baisser les coûts de production, et du coup ça baissera les coûts d'achat. Ça, c'est d'autant plus important que si les entreprises, donc un véhicule 9 sur 2 en France est acheté par une entreprise, quand il n'y a pas trop de problèmes économiques, et donc ça veut dire que ça peut créer aussi un parc de véhicules d'occasion, et en mettant en œuvre des mesures d'accompagnement qui vont aller sur les véhicules d'occasion, mais ça permet d'avoir des véhicules d'occasion à terme qui seront plus accessibles pour nos concitoyens. Et donc dans cette logique du dernier kilomètre, on a aussi à imaginer les véhicules moins polluants. Ces véhicules moins polluants, c'est évidemment, alors ça peut être aussi des livraisons par tout ce qui est vélo, etc. Mais c'est aussi des véhicules hybrides et surtout des véhicules électriques, etc. Non pas que le véhicule électrique soit un véhicule propre, c'est un véhicule plus propre. À partir du moment où je fais une analyse en cycle de vie, hein, le véhicule, lui, il n'a pas d'émissions d'oxyde d'azote à l'échappement. Il a évidemment, par contre, un impact environnemental de par le fait qu'il a été produit quelque part. À un moment donné, ça va de soi. Mais il n'empêche que sur les oxydes d'azote, c'est zéro, et sur les particules fines, il y a uniquement celle du freinage et un tout petit peu de la route, mais surtout le freinage. Et donc, il faut en tenir compte. Donc sur cette politique-là, il faut aussi être peut-être un peu incitatif avec tous les professionnels de la livraison des derniers kilomètres pour aller le plus rapidement possible vers des véhicules qui n'utilisent pas des énergies fossiles. C'est ça l'objectif au fond. La sortie progressive des énergies fossiles qui va nous permettre d'améliorer donc la santé respiratoire de nos concitoyens et en même temps de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a 20 ans pour sortir définitivement des énergies fossiles. Enfin 20 ans, c'est ce que je disais en 2019. Si on le fait en 15 ans, moi j'avais dit 20 ans au maximum, hein, puisque j'ai inscrit dans la loi la fin de la vente des véhicules neufs à énergie fossile d'ici, et non pas les véhicules thermiques, hein, les véhicules à énergie fossile d'ici à 2040. Quand j'ai écrit d'ici à 2040 dans la loi, si on le fait en 2035, voire en 2032, personnellement, je serais ravi. Très bien, monsieur le sénateur. Oui, d'abord je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Nous avions proposé un grand nombre d'amendements pour effectivement raccourcir les délais. Parce qu'on est dans un état d'urgence tel aujourd'hui qu'il faut raccourcir tous les délais, y compris celui que tu viens de donner. Donc j'aurais préféré que dans la loi, il y ait marqué 2032, effectivement. On avait proposé des amendements. De la même façon, on a également proposé un certain nombre d'amendements sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur les livraisons gratuites. Nous étions pour l'interdiction des livraisons gratuites. Cet amendement a été rejeté, y compris d'ailleurs par le gouvernement. Bon, c'est dommage. Voilà. On est à un moment où il y a des injonctions contradictoires qui sont lancées. Celui de permettre un développement de e-commerce qui permet des livraisons à domicile gratuites et celui de lutter en même temps contre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique, c'est incompatible dans la réalité. Et donc, quand on en est à ce niveau d'incompatibilité et à ce niveau d'urgence, aujourd'hui, il faut se dire, bien sûr, il faut inciter, mais sur certains points, il faut aller plus loin que la citation. Il faut prendre des mesures restrictives par la loi, claires, maintenant. Il y a des entreprises qui en sont conscientes. Quand on discute avec la Poste, qui est un opérateur important dans le transport, la mise en place par la Poste de livraison sur le dernier kilomètre qui regrouperait sur des plateformes un certain nombre de colis qui arriveraient même chez d'autres transporteurs pour les distribuer dans des villes, y compris par des vélos cargo, ce qui est encore mieux, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent depuis longtemps. Donc, non seulement il faut dire bravo à Postéo de le faire, on va le dire, mais il faut faire en sorte que les autres opérateurs soient
également obligés de faire ça. Sinon, on ne peut pas continuer à penser, je pense qu'il faut vraiment le dire, qu'on peut poursuivre sur la voie d'un développement commercial et économique qui permette d'aller distribuer à chacun chez lui gratuitement tout ce qu'il peut commander par Internet. Je ne parle même pas du coût énergétique d'Internet, hein, voilà, des gros serveurs. Bon, on ne va pas en parler. Et en même temps qu'on permet de faire ça, on dit il est urgent de lutter contre le réchauffement climatique pour la protection de la biodiversité et contre la pollution atmosphérique. Mais non, ce n'est pas possible de continuer. Sinon, nous allons devenir schizophrènes. C'est clair, nous commençons à le devenir. Donc j'incite vraiment à ce qu'il y ait des mesures plus fortes, et je profite que tu sois là pour dire, je compte sur ton groupe, sur toi et sur l'influence que le groupe majoritaire peut avoir à l'Assemblée nationale vis-à-vis du gouvernement pour aller plus loin et plus vite. Alors juste avant de passer à notre toute dernière question, vous allez voir qu'il va ouvrir un peu le scope, on va passer à un niveau macro, hein, donc européen. Donc moi, ce que je retiens déjà un petit peu de votre, et peut-être que vous allez me contredire, mais de tout ce que vous venez de dire, qui était vraiment passionnant, c'est que les aides-feux, c'est évidemment du local, donc c'est du spécifique. Il y a un grand besoin d'acculturation et c'est très très complexe en réalité. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous voulez ajouter des qualificatifs? Est-ce que c'est ça la situation? En tout cas, oui, c'est complexe, oui, c'est pas simple, mais enfin quand même, la motivation. En gros, il y a le pourquoi et le comment. Ce qu'on veut, c'est réduire à la fois les émissions de CO2 et les polluants pour que respirent nos concitoyens. Donc c'est ça. Après, c'est le chemin que l'on prend qui peut être des fois sensiblement différent parce qu'il y a des raisons locales, des raisons sociales, etc. Le plus important, c'est de s'opposer à court terme, de s'opposer au fait qu'il y ait des groupes politiques qui veulent supprimer les ZFE mobilité. Voilà. Donc ça me paraît le plus important. N'oublions pas que ça a été fait dans d'autres pays en Europe, de mettre en place des équivalents de ZFE, en Italie, en Allemagne, etc. Et donc, en fait, on est simplement, avec ce qu'on a fait donc en 2019 et 2021, le renforcement de la loi climat résilience de 2021, on a simplement fait que rattraper notre retard. Et alors justement, j'en viens à notre dernière question. On va finir cette table ronde vraiment passionnante sur celle-ci, donc autour de ces enjeux de qualité de l'air dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, comment travailler sur un consensus européen? Alors, c'est peut-être très long, détail, mais très rapidement, moi je trouve que déjà, le fait que nous, on travaille donc à mettre en place aussi des zones donc, de limitation, elles s'appellent différemment en Allemagne, en Italie, etc., peu importe, c'est déjà une manière de travailler une sorte de consensus. D'autre part, le meilleur moyen d'avoir des consensus, c'est d'avoir des directives européennes donc assez claires sur les problématiques de la qualité de l'air. Et il y en a régulièrement, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permettent d'avancer. Et ce qu'il faut, par contre, c'est harmoniser les mesures vis-à-vis des véhicules à énergie fossile, notamment quand on parle de la notion de surveillance des oxydes d'azote, des particules, etc. L'idée, ce serait d'avoir une véritable harmonisation au niveau européen. Et donc tout ça, il faut le discuter. Et pour le discuter au niveau européen, ce qu'il faut surtout, c'est qu'en France, on ne soit pas absent des discussions européennes. Et ça, c'est le plus important. C'est toujours être vigilant. Si on veut on puisse tenir compte des spécificités françaises, il faut être présent dans toutes ces discussions. Monsieur le sénateur, oui, pour finir. Bien sûr. D'abord, il y a le problème des normes et des seuils qui est effectivement un vrai problème puisque ce n'est pas les mêmes partout en Europe, en fait. Donc, il est clair que ces seuils et ces normes ont été... Enfin, les seuils sur un certain nombre de produits, tu en as parlé, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, à bouger en 2021 et pour revenir sur des nouvelles valeurs qui ont été mises en avant par l'OMS, par exemple. Donc ça, c'est important d'harmoniser. Ça, c'est une chose importante. La deuxième, c'est vrai, tu l'as rappelé aussi, le problème de la France, c'est qu'on a pris un énorme retard. Et ce n'est pas dû qu'au dernier gouvernement, je suis d'accord, hein, mais on a pris un énorme retard. Il ne faut pas oublier que la France, c'est le pays là qui était... Non seulement, là, il y avait une astrette qui nous obligeait à mettre en place ces ZFE, mais il ne faut pas oublier qu'on a été condamné 2 fois pour une action climatique, quand même. Voilà, par la justice française. Donc, je veux dire, le retard qu'on a pris est considérable et on ne met pas suffisamment de moyens pour combler ce retard aujourd'hui. C'est ce qu'expliquent les dernières condamnations. Une fois qu'on a dit ça, oui, il faut se battre à l'Europe, il faut se battre ensemble, si on le peut, pour faire en sorte à la fois d'harmoniser les normes et de débloquer des budgets européens qui permettent d'aider les villes qui le désirent. Il y a 100 et quelques villes en ZFE, enfin, ce n'est pas des ZFE comme tu l'as dit, c'est dans des pays comme l'Italie ou l'Allemagne, qui sont vraiment des pays très en avance par rapport à nous sur ça. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes critères, ce n'est pas exactement les mêmes seuils, etc. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a un mouvement, on en est loin, il faut avancer dans ce sens-là. Il faut se battre au niveau européen, parce que de toute façon, ces problèmes de pollution atmosphérique, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, ça ne s'arrête pas à la frontière, en fait.